2009, la Suisse romande accueillait les premiers diplômés d'une activité bien particulière. 10 hommes et femmes venaient de terminer une formation d'1 an afin de devenir assistants sexuels pour personnes en situation de handicap. Du haut de l'avion m'emmenant de Paris en Suisse, je pouvais distinguer ces montagnes où il n'y avait rien. Des sommets déserts. Déserts comme les relations et l'attention que le monde des personnes valides daigne concéder aux sentiments de celles et ceux en situation de handicap. Alors que la sexualité et la sensualité sont quelque chose de commun pour tout un chacun, je me rendais compte et prenais conscience que pour une personne en situation de handicap, tel n'était pas le cas. À Nyon, en région genevoise, je rencontre Catherine Acte d'Isran, présidente de l'association Sexualité et Handicap Pluriel, CEP, qui me décrit la formation qu'elle a aidé à mettre sur pied afin de former des assistants sexuels pour des personnes en situation de handicap. Et de l'assistance sexuelle, évidemment, elle existe depuis une vingtaine d'années au Danemark, en Hollande, en Allemagne. En Suisse allemande, c'est depuis moins longtemps puisque la première formation remonte à 2003 et il y en a une deuxième depuis. Alors moi, j'ai une triple formation. La première en pédagogie curative, la deuxième en éducation spécialisée et puis la troisième en sexologie et en sexualité. Et j'ai refait un espèce de paquet cadeau de ces 3 formations qui donnent la sexopédagogie. Tout simplement. Ce qui signifie que je travaille actuellement depuis une vingtaine d'années, aussi bien avec des personnes concernées par un handicap, quel que soit le handicap, dans leur vie affective et sexuelle. Je travaille dans la formation des professionnels, donc dans les institutions pour les sensibiliser. Je travaille avec les parents. Et puis, par ailleurs, bien évidemment, il faut publier, il faut écrire, il faut aller parler dans les congrès et il faut donner cours. Donc voilà, c'est un large panorama on va dire, de déclinaison de ce travail de sexopédagogue. J'ai un métier, une vie normale, j'ai une vie de famille, une vie de mère, j'ai une relation de couple aussi. Si on prend mon compagnon, pour moi c'était très important de lui en parler. Et il a, comme moi, lu un livre sur le sujet, un livre qui a été écrit par Françoise Vatry et Catherine Acte d'Isran. Donc voilà, il s'est mis au courant de la démarche et il a été très fier que je le fasse et il m'a soutenue pendant la formation et c'est une chose qu'on partage. On a convenu certaines choses, on échange entre lui et moi, surtout au niveau de ce que je ressens dans les différentes étapes de cette activité, dans les différentes démarches de supervision, voilà, comme je suis allée à un congrès il y a quelques jours. Je partage avec lui tout ce que je ressens plutôt que ce que je fais ou des détails vraiment qui pourraient être difficiles. La prostitution est souvent amalgamée en fait, et donc on voit bien dans cette formation que c'est pas de la prostitution, que ça va bien au-delà. Alors ça dépend tout à fait quelle représentation on peut avoir de la prostitution. Cet amalgame, il est juste dans le sens où le statut de l'assistant sexuel aujourd'hui, en Suisse, il n'est pas clairement défini. Dans tous les cantons, il est associé au statut de prostitution, sauf dans le canton de Genève, où la revision de la loi sur la prostitution a écarté l'assistance sexuelle de la prostitution. Donc, à Genève, on considère que c'est autre chose. Oui, quand il y a eu travail sur la loi en commission, donc, à ce moment-là, oui, il me semble bien, vous avez raison, que c'est le Parti libéral qui a soulevé la question donc, des assistants sexuels et c'était plus une question générale en disant il y a des prémices, il y a des choses qui sont en train de bouger là-dessus. Est-ce qu'on attendra et on ajoutera un article à la loi ou bien est-ce qu'on se veut précurseur, c'est-à-dire aussi on veut pouvoir donner un signal à ces questionnements et à ce désir d'instaurer, on va dire, cet assistanat sexuel ou cette activité particulière liée quand même à l'échange sexuel, quoi. La formation en assistance sexuelle, elle a été organisée par notre association CEP, effectivement. Et c'est une formation, la première formation d'ailleurs de langue française,
c'est une formation qui a déjà existé en Suisse allemande, qui a existé dans d'autres pays avant d'arriver ici. La Suisse romande a eu un décalage de ce point de vue-là. Et je dirais que c'est une petite partie de notre travail au CEP, de notre engagement au CEP. Les cours, alors ils se sont échelonnés sur une année. Comme la sélection voulait qu'un des critères était qu'on ait une profession, alors il a fallu que tout le monde le fasse en parallèle d'une profession, de la vie privée et tout ça. Pourquoi pensiez-vous qu'il était important d'avoir une profession à côté ? Je pense pas, mais je sais que c'était pour éviter de recruter des personnes dont la motivation soit de gagner sa vie avec cette activité. Bien, donc sur une année, il y en a eu ces cours qui ont été dispensés et qui ont été évalués à une trentaine d'heures de travail, entre présence au cours, lecture de livres avec restitution de rapports de lecture, stage dans des institutions avec aussi rapport de stage, tout un travail d'introspection à travers un portfolio que moi j'ai élaboré sous une forme très visuelle. J'ai fait des tableaux de chaque étape, à chaque étape de session de cours. Ouais, c'est moi qui ai un peu fait une interprétation de tout ça, quoi. Ça, c'est ce que j'avais à donner. Ça, c'est le fait que je commençais un tout petit peu à me dévoiler tout en étant un peu cachée. Mais là, il y a mes démarches d'admission. Puis différentes choses que j'ai vues qui ont continué à me sensibiliser. On s'est rencontrés tous et là, normalement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, on était 12 au début. Ma façon de procéder, elle se base sur une sensualité naturelle, sans pouvoir prétendre être vraiment une spécialiste dans le domaine. J'ai quelques approches comme ça de massages, qui sont des massages qui vont inclure le sexe comme une autre partie du corps, comme si je massais une main, un pied. C'est vraiment dans le but de considérer la personne dans son entier. Alors, pour moi, ça, c'est l'approche. Maintenant, il y a des limites qui sont les miennes et qui ne sont pas celles de tous les assistants. Pour moi, il n'y a aucune pénétration dans les choses que je fais. Ça, c'était quoi ? Ça, c'était une des sessions où on a fait un travail corporel. Et puis, c'est les mains de chacun de mes collègues, là. Il y a moi. Puis là, on était combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 déjà, ouais. Il y avait déjà deux femmes qui avaient lâché la formation à ce moment-là. Alors, le handicap qui m'avait frappé le plus, c'était le handicap de la surdité. Donc il y a Louis, là, au milieu, qui est vraiment celui qui m'avait frappé le plus. Et puis on a abordé le handicap mental, ou bien moteur cérébral, que j'ai représenté par l'ordinateur. C'était une des sessions... Une session où on avait évoqué tout l'aspect du sexo-corporel. À quel point aussi il y avait tout un travail que je pouvais faire moi, de miroir, de poser des questions sur ma propre sexualité, de décrypter mon fonctionnement sexuel, mes modes d'excitation sexuelle, ces choses où tout à coup on se dit dans la formation où moi j'ai réalisé, je me disais tiens, j'ai l'impression que ma formation je l'ai engagée et puis que j'allais apprendre des choses sur l'autre, sur la personne en situation de handicap, puis tout à coup je me rends compte que je suis aussi confrontée à un fort miroir et des compréhensions de mon fonctionnement à moi. Et puis il y a le fil doré là qui commence à prendre beaucoup plus de place, dans le sens où là on s'approche de l'assistance à proprement parler, et ça devient vraiment ça qui prend le dessus dans le doré, quoi. Je préfère pas aborder des détails de ce que je fais, ce que je ne fais pas. Par exemple, ça rejoint aussi un contrat que j'ai avec mon compagnon. Je suis partie du principe que je n'évoquais pas les actes précis que je pose. Et voilà, ça fait partie des choses dont je parle pas dans les détails, quoi. Mais pour moi, c'est vrai que
l'acte en lui-même, en plus, n'a pas une importance si grande, quoi. Pour moi, il y a aussi une chose qui est importante dans ma motivation à faire cette activité, c'est que j'ai une façon de concevoir la sexualité qui inclut le sacré. Pour moi, il y a une dimension de sacré dans la sexualité. Et le corps sert à vivre une expérience qui est une expérience qui peut être très subtile, très vitale, de se sentir vraiment vivant dans son entier, quoi. Et pour moi, c'est plus important de considérer la personne dans son entier. De retour à Paris, je rencontre Jean-Marie Barbier, président de l'Association des paralysés de France, afin d'obtenir des informations sur son association dont j'avais reçu une carte de vœux bien particulière pour l'année 2010 qui avait attiré mon attention. L'Association des paralysés de France est la première association française sur le sujet du handicap moteur, qui est à la fois un mouvement de représentation des personnes pour revendiquer un certain nombre de choses et qui est deuxièmement une association gestionnaire qui gère environ 400 structures, que ce soit des services ou des établissements. Nous avons cette double casquette parce que nous pensons qu'il est important de mettre en œuvre par nos réalisations ce à quoi nous croyons par nos revendications. Si vous voulez, cette carte de vœux représente deux personnes en situation de handicap enlacées, qui sont tombées de leur fauteuil. Et c'est une image qui nous a semblé extrêmement intéressante. Dans ces cas-là, vous savez, on a le choix entre plusieurs cartes. On nous soumet des cartes à choisir. On est tout de suite tombé avec le directeur général d'accord pour choisir cette carte-là, qui donne une image peut-être un peu inhabituelle, que je ne qualifierais pas de surprenante, parce que pour nous, elle ne l'est pas, mais justement sur ce que peut être la vie affective des personnes handicapées. Nous sommes d'ailleurs, avec d'autres associations, à l'origine de la création d'un collectif, Handicap et Sexualité, qui se préoccupe de ces questions et qui essaye de faire avancer un peu dans l'esprit des uns et des autres la nécessité de ne pas laisser cette question de côté et de s'en préoccuper réellement. C'est vrai qu'il y a toujours les pour, les contre quand on fait quelque chose. Soyons positifs, je pense que le pour, c'est, en l'inscrivant dans une législation, c'est de reconnaître l'existence d'une activité qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas moralement, d'après nos valeurs éthiques, religieuses ou je ne sais-je encore. Mais on peut ne pas accepter ou dire que c'est pas acceptable. La réalité, c'est que c'est là. Ce qui est rassurant, c'est que quelques enquêtes sont parues ces derniers temps parlant de ce sujet-là. J'ai répondu récemment à une enquête d'un journal et on s'aperçoit que petit à petit, voire très rapidement, le regard des Français change, sauf que quand même, il y a un phénomène un peu curieux consistant à dire si c'est mon conjoint, c'est pas grave, mais alors si c'est moi, c'est une catastrophe. Si c'est moi qui suis handicapé, c'est une catastrophe. Si c'est mon conjoint, comme je l'aimerais même handicapé. On se voit mal dire autre chose comme ça quand on n'est pas dans la situation. Et donc l'existence de ces services, elle se justifierait pour tout un tas de raisons, qui est que ce sujet est non seulement tabou, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas, mais même qu'on le cache et qu'on élude la question. On ne veut pas répondre à cette question. Et donc ce que nous avons fait avec les associations dont je parlais tout à l'heure, c'est de commencer par faire un colloque sur ce sujet à Strasbourg, il y a 2 ou 3 ans je crois, et nous souhaitons arriver à une conférence de consensus. C'est-à-dire une conférence où autour de la table sont présentes l'ensemble des composantes de la société qui pourraient être concernées par ce sujet, de façon à débattre tous ensemble et essayer d'imaginer des solutions concrètes. Quelle était donc la réalité sur le terrain ? Je me rends à Mantes-la-Jolie, en région parisienne, afin de rencontrer Michel, éducateur spécialisé, travaillant au sein d'un établissement avec des personnes en situation de handicap mental.
suis le référent de 4 résidents. Je m'occupe de tout ce qui concerne leur vie quotidienne, les accompagner dans les achats, dans leurs projets futurs, dans leur autonomie et dans l'intégration dans la société, quoi. Les sorties, etc. C'est-à-dire que moi je travaille dans le foyer, eux ils travaillent dans la journée, moi je peux être là le matin, le soir, le week-end, même avant on faisait les nuits, maintenant depuis 2 ans on ne fait plus les nuits, il y a des veilleurs de nuit, mais voilà, on est là tout le temps sur les temps libres. Et j'ai entendu parler un peu, je ne suis pas très au courant, mais je sais que ça a commencé dans les pays scandinaves. Et j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps que ça existait aussi en Suisse. Dans certaines situations qui nous paraissent délicates, notamment dans les handicaps mentaux, où nous ne sommes pas persuadés que les éducateurs ou les parents aient forcément bien décrypté le besoin. Nous, on a assez de réticence, assez de peur aussi, que on organise maintenant de l'assistance sexuelle comme ça, un peu à l'insu de quelqu'un, qui dit peut-être je veux faire l'amour, mais pour lui faire l'amour c'est peut-être dormir avec quelqu'un, ou bien faire l'amour c'est peut-être donner des bisous. Vous voyez, quand on a un handicap mental, est-ce qu'on maîtrise ça? Pas forcément, loin de là. Et nous n'aimerions pas, parce qu'il y a maintenant de l'assistance sexuelle, que tout d'un coup ça devienne la solution, là avec un L majuscule, alors que on pourrait créer des inégalités chez les personnes. Je pense par exemple à des personnes dans l'autisme aussi. Attention, est-ce qu'elles peuvent comprendre ce que c'est cet homme ou cette femme qui viendrait et qui peut-être aurait des corps à corps avec eux? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi induire qu'il y ait peut-être un élan amoureux, une dépendance amoureuse? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « moi j'aimerais une copine ». Ben, une assistante sexuelle, ce ne sera jamais une copine. Hein. Je sens une misère sexuelle, on va dire sans exagération, dans le milieu du handicap. Il y a une forte demande et souvent, donc moi j'étais confronté à des demandes parce que dans un foyer, ils vivent dans des établissements depuis leur petite enfance et ils ne connaissent que les gens, que leurs colocataires, enfin, je trouve pas le mot là tout de suite. Et donc, au niveau sexualité, souvent, ils trouvent pas la personne qui leur convient. Ils peuvent pas. Il y a eu quelques couples dans le foyer, mais on va dire il y a 3 couples. C'est un foyer d'une 45. On est 45. Alors bon, là, il faut savoir que moi, dans mon année de pratique, j'ai eu l'occasion d'intervenir en gériatrie. Donc, une personne dans une institution qu'on appelle ici en Suisse des EMS. Ensuite, j'ai principalement des bénéficiaires qui sont handicapés physiques. Et le handicap mental, j'ai eu l'occasion de l'aborder avec un bénéficiaire qui a une demande et j'ai effectivement à ce moment-là pu me rendre compte de la grosse différence. Là, j'avais affaire à une personne qui était très tiraillée entre une envie forte et tous des actes qui étaient posés de façon plutôt indirecte pour aller dans la rencontre. Il avait envie de rencontrer quelqu'un et en même temps une énorme peur, une peur vraiment très grande qui fait que tout ce qui est posé, c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui va surmonter. Est-ce que c'est l'envie ou est-ce que c'est la peur? Et donc aussi un niveau de compréhension des choses qui n'est pas toujours évident de capter. Est-ce que je peux utiliser des termes que je vais utiliser avec tout le monde? Est-ce que la représentation sexuelle pour lui est la même? C'est vrai que il faut être très prudent et aussi beaucoup plus prudent dans la distance, de répéter et de re-répéter qu'on n'est pas là dans une relation affective, amoureuse. Et finalement aussi dans la façon d'avancer,
On nous a toujours dit dans la formation, avec le handicap mental, il faut avancer très lentement. Et ce que j'ai réalisé pour moi, c'est qu'il faut surtout accepter de répéter. Répéter des mêmes choses très simples, plusieurs fois, l'étape de se parler au téléphone, vraiment que ça devienne quelque chose où le bénéficiaire est à l'aise, où on arrive à faire baisser un peu la tension. Après, passer l'étape de la rencontre et éventuellement la répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et vraiment, dans le avancer lentement, accepter la répétition de gestes par étapes, quoi. Justement, il y avait la question de la propre relation qu'on a à son corps. Est-ce que ça arrive parfois que des hommes demandent un assistant sexuel homme pour découvrir son corps? Oui. Parce qu'il le connaît mieux, il sera peut-être plus en confiance ou... Oui, voire dans une identité homosexuelle, bien sûr, oui, absolument. Donc c'était aussi quelque chose que nous avons abordé dans la formation. Alors tous les hommes ou toutes les femmes ne sont pas prêts à assurer une assistance avec quelqu'un du même sexe, mais quelques-uns peuvent tout à fait offrir une prestation d'homme à homme ou de femme à femme. Peut-être une personne du même sexe, pour s'approprier et pour s'identifier en tant que femme, elle a peut-être besoin de voir un corps de femme, où je peux mettre aussi en jeu la compréhension du sexe féminin. Peut-être que c'est une personne qui a besoin d'aide pour ça, parce que bon, c'est vrai que pour les hommes, un sexe qui est à l'extérieur du corps et qui réagit de façon très visible, eh ben, peut-être c'est un peu plus facile à apprivoiser qu'une femme qui a un sexe un peu plus intériorisé et qui comprend pas forcément son fonctionnement. Donc moi, je veux dire, forte de mon expérience de femme, je peux, dans un rapport de miroir, utiliser mon corps pour une sorte d'apprentissage, d'appropriation et d'identification en tant que femme, quoi. La Suisse, avec une législation tolérant la prostitution, offre donc un champ des possibles plus ouvert qu'en France, où l'assistance sexuelle serait assimilée de facto à la prostitution, activité illégale de ce côté-ci de la frontière. Les questions soulevées par cette activité d'assistance sexuelle devraient être abordées sans tabou ici en France. La sexualité prendrait soudainement un nouveau visage. Elle deviendrait, toute proportion gardée, non plus quelque chose d'uniquement privé et personnel, mais un problème de santé publique. L'illégalité d'une telle activité en France n'arrange rien à la situation des personnes qui souffrent d'un isolement sensuel et sexuel et créent de plus des situations plutôt compliquées à gérer. Les faits sont là, cette activité existe. Aux politiques maintenant de lui donner un cadre. On m'a dit dans quel petit village à la campagne où il y a une prostituée qui travaille entre midi et 2. Elle a une camionnette aménagée. Donc le matin, fin matinée, j'ai été dans ce petit village. Et déjà, il y avait des camions, des routiers qui attendaient. Donc j'ai été renseigné sur la personne, sur cette prostituée, savoir si c'était quelqu'un qui était propre. Comment ça se passait, si elle était gentille, les tarifs. Et donc j'ai vu une personne physiquement agréable, intelligente, parlant bien et surtout assez douce, quoi, parce que j'avais peur pour un résident dont je m'occupe, qui est assez timide, très réservé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je voulais pas qu'il se brusque, qui se sentent agressés, parce que c'est une situation qui n'est pas facile quand même. Une camionnette, c'est pas l'idéal. Qu'est-ce qui est plus risqué pour une femme ou pour un homme qui est dans la prostitution qu'une prostitution non autorisée? Je suis désolée, officiellement. C'est qu'on est dans la clandestinité et tout peut se passer. Et c'est ce que nous avons aussi voulu éviter à Genève, c'est que tout ne puisse pas se passer, que ce soit en termes de sécurité pour les personnes qui exercent cette activité. On pense à la traite des êtres humains, on pense à des réseaux mafieux où la personne est vraiment dans des situations d'exploitation maximum, que ce soit, comme je l'ai dit précédemment, sur les jeunes où on veut protéger encore jusqu'à 18 ans des jeunes gens qui auraient tendance peut-être à se prostituer ou qui n'ont pas d'autres moyens de vie. En quoi était ma demande? Que je faisais pas partie de la police,
je lui ai expliqué que la personne, c'était une personne handicapée, mais qui n'avait pas de stigmate physique. J'ai mis en confiance la prostituée, hein, et qui a bien compris, la demande, quoi, et qui était favorable. Ça vous arrive d'avoir des clients français? Oui, alors oui, effectivement. Moi, j'ai un bénéficiaire qui vient de France, qui fait vraiment de nombreux kilomètres. Il vit dans le nord de la France, vraiment, et puis il a profité de vacances dans la région pour venir ici bénéficier des services de l'assistance. Vous n'empêcherez pas de penser, même avec une telle écriture, que certaines associations très intransigeantes sur ces sujets-là diront toujours, ou essayeront toujours de dire, que c'est de la prostitution. Dans notre esprit, ça n'en est pas, parce que c'est un besoin que la personne valide peut satisfaire par d'autres biais, et notamment par elle-même, bien sûr, alors que pour les personnes en situation de handicap, de par à la fois leurs difficultés personnelles, mais aussi ce que peut être encore aujourd'hui, par exemple, la vie en établissement, ce genre de choses n'est pas abordable, accessible au sens imaginable. Si des personnes assistantes qui sont payées, qui sont supervisées, qui ont de la formation continue, qui ont un autre métier à côté, peuvent leur donner un peu de plaisir, mon Dieu, mais où est le problème pour finir ?